Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de l'année 2023, donc je vous souhaite une très belle année. En priorité, une santé au top et puis bien sûr plein de bonheur, plein de réussite dans vos projets et dans vos rêves. Et surtout, je souhaite aussi qu'il y ait en 2023 plus de prise de conscience par rapport à ce que subissent les animaux et du coup plein de repas véganes. Pour cette première vidéo de l'année qui marque aussi les 1 an de reprise de ma chaîne YouTube parce que j'avais recommencé à publier sur YouTube à Noël dernier. Donc pendant 1 an, je vous ai proposé une vidéo toutes les semaines, donc déjà ça j'en suis super fière. Et donc pour commencer l'année, j'avais envie de vous proposer une FAQ parce que j'en fais souvent sur Instagram, mais c'est vrai que sur YouTube, je me suis jamais vraiment présentée, j'ai jamais ouvert de FAQ, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Vous m'avez posé pas mal de questions dans les commentaires sous ma dernière vidéo YouTube qui était le vlog de Noël et aussi sur Instagram. J'ai essayé de les classer pour que ça parte pas trop dans tous les sens et on va commencer par première question, tes origines. Je pense que ça s'entend un petit peu à mon accent que je n'ai jamais perdu. Je suis née à Carcassonne et j'ai grandi dans un petit village pas très loin de Narbonne. Donc pour vous situer un petit peu ceux qui connaissent pas, c'est entre Montpellier et Perpignan, donc dans le sud de la France. J'ai habité là-bas jusqu'à mes 18 ans et à mes 18 ans, je suis partie pour faire mes études. Ce qui nous amène à la deuxième question. Pourrais-tu nous parler de tes études et pourquoi tu t'es dirigée vers la pâtisserie et la création de contenu? Moi, j'ai un parcours d'études qui est tout à fait classique. Donc, j'ai eu un bac S. Je suis partie ensuite à Toulouse pour faire un DUT technique de commercialisation. Et après l'IUT, je suis partie à Bordeaux, à l'École supérieure de commerce de Bordeaux, où j'ai eu un master en marketing. Honnêtement, je sais pas vraiment pourquoi j'ai choisi cette voie. Parce que, avec le recul, je me rends compte que ce qui m'a toujours le plus plu, c'était les métiers un petit peu manuels et créatifs. Je pense qu'en fait, comme j'ai toujours été bonne élève, j'ai toujours été une élève studieuse, assez scolaire, etc. J'ai toujours eu des bonnes notes. Je pense que personne s'est dit qu'on allait me mettre en BEP ou en CAP, donc on m'a poussé à passer un bac S en plus pour que ça ouvre plus de portes. Et puis, je trouve qu'en fait au lycée, on est vraiment très mal accompagné pour la poursuite d'études et je savais pas vraiment quoi faire. Donc je pense que je suis un peu allée en DUT par facilité. Je me suis dit que c'était peut-être la filière où après je pourrais faire pas mal de trucs différents. En tout cas, l'IUT ça a été des études absolument géniales. J'ai adoré mes 2 ans d'IUT. L'ambiance était hyper cool, ça faisait un peu grande famille. Je faisais plein de projets sur le terrain. J'avais participé pas mal aux assos, j'avais organisé le bal de promo de fin d'année, je participais au journal de l'IUT. Il y avait vraiment une dynamique que j'aimais beaucoup et moi j'ai toujours aimé m'investir dans des projets et faire plein de trucs et donc ça j'ai trouvé ça génial. J'ai passé les concours d'entrée aux écoles de commerce et donc je me suis retrouvée à l'école supérieure de commerce de Bordeaux. En fait moi je pensais que ça allait être un petit peu comme l'IUT et là j'ai vraiment déchanté. C'est vraiment une formation qui matchait pas du tout avec ma personnalité. J'étais vraiment choquée en fait de la différence IUT école alors que en soi honnêtement entre 2 ans d'IUT et mon master à l'école, j'ai pas appris grand chose de plus et même j'ai trouvé qu'à l'IUT le programme était beaucoup plus qualitatif. En fait, j'ai trouvé que l'école de commerce était très matu vu, c'était vraiment de l'esbrouf. C'était on paye une fortune des profs pour nous faire cours qui viennent de très grands groupes, de chez L'Oréal ou de je ne sais où, alors qu'ils sont pas du tout pédagogues, à la différence de l'IUT où ce sont de vrais professeurs qui sont vraiment là pour les élèves. Je me souviens que j'avais des profs mais absolument formidables à l'IUT, on sentait qu'ils avaient envie de nous aider, ils avaient envie d'être là pour nous pour qu'on réussisse et ça c'est quelque chose que j'ai pas du tout senti à l'école de commerce parce qu'en fait les profs sont là pour venir lire leur PowerPoint pendant 4 heures, prendre leur chèque et rentrer dans leur petite entreprise quoi. En soi, qu'on réussisse ou pas, je pense que eux ça leur changeait pas trop leur vie. Donc voilà, il y avait vraiment une différence à laquelle je m'attendais pas et je me suis pas du tout épanouie en école de commerce, si bien que j'ai fait le plus possible de stages et de temps en entreprise. Donc j'ai fait une coupure de 1 an dans ma scolarité pour partir en entreprise. Donc j'étais dans un grand groupe de cosmétiques au service marketing développement. Ensuite ça a été temps de partir en Erasmus. Donc moi je suis partie à Dublin, en Irlande. J'ai trop adoré ce pays, c'était génial, j'aimerais beaucoup y retourner d'ailleurs. J'ai fini ma scolarité par un stage long, encore une fois, de 6 mois qui s'est prolongé à 1 an.
Donc là, cette fois-ci, je suis montée à Paris pour mon stage et je n'en suis jamais partie après. Donc encore une fois, j'étais dans un grand groupe de cosmétiques, au service marketing opérationnel. En fait, mon rêve, pendant toute ma scolarité, c'était d'être chef de produit marketing dans un grand groupe de cosmétiques. Sauf que je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. J'avais l'impression à l'époque que c'était vraiment ce que je voulais faire, mais en fait, ça me rendait profondément malheureuse. Et je me rappelle qu'il y a des soirs où j'étais dans le RER et je rentrais en pleurs tellement j'étais stressée, tellement je faisais des horaires à rallonge, tellement l'ambiance était politique aussi. Il y avait beaucoup d'hypocrisie, j'arrivais pas à nouer des relations, des vraies relations. En fait, c'était arrivé le matin, tout le monde checkait comment t'étais habillée. Enfin, c'était vraiment une ambiance que je détestais, très superficielle. Finalement, le seul point positif de l'école de commerce, c'est que c'est là que j'ai rencontré Anouk, ma meilleure amie, qui habite en région parisienne et que j'ai retrouvée ensuite quand je suis venue habiter à Paris. C'est un peu son idée qui m'a sauvée de ce monde de l'entreprise, puisque un jour elle m'a envoyé un message en me disant est-ce que ça te dirait qu'on organise à Paris un événement de rencontre entre blogueuses? En fait, moi j'ai un blog depuis ma première année d'école de commerce et en fait c'est ce qui nous a un peu rapprochés avec Anouk parce que elle aussi elle avait un blog. C'était vraiment le tout début des blogs, c'est à l'époque où il y avait Hello Coton, enfin je sais pas si vous vous rappelez de toute cette époque, mais on s'est lancé dans ce projet d'organiser un événement pour rencontrer des personnes qui ont des blogs et moi j'étais trop contente parce que je venais d'arriver à Paris, j'avais laissé tous mes amis dans le sud, je connaissais personne, je travaillais H24 et du coup j'avais pas le temps de rencontrer des nouvelles personnes en dehors de mon travail. Donc j'étais hyper contente de pouvoir organiser ce projet. J'étais, on va dire, vers la fin de mon stage quand on a commencé à travailler sur ça. On a fait un premier événement qui a eu un succès de ouf, c'était trop bien. Et on s'est dit, viens, on en fait un deuxième. Puis la machine était lancée, on en a fait 2, puis 3, puis 4. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, tu veux pas, on crée une entreprise et on essaye d'en faire notre activité principale. Et moi, j'étais à ce moment-là vers la fin de mon stage, je galérais, je passais des entretiens, j'étais partie passer des entretiens chez Chanel, chez Neutrogena, chez machin, chez truc, dans plein de grandes entreprises qui en vrai ne me correspondaient pas du tout. Finalement, en fait, ce projet, c'était vraiment ma bouffée d'oxygène. J'étais tellement contente de pouvoir travailler avec Anouk, on s'entendait hyper bien, on formait vraiment un super duo. Et je me suis dit, ok, j'arrête de chercher, on se lance là-dedans et puis on voit, de toute façon, on est jeune, on n'a pas d'enfants, on n'a rien à perdre, donc du coup, allons-y. C'est comme ça qu'est née ma première entreprise qui, à l'époque, s'appelait Oh My Blog, que j'avais créée donc avec Anouk. En fait, cette entreprise est née de 100% de débrouillardise et de 0 €. C'est-à-dire que on est parti taper aux portes de plein de marques, de lieux. On a réussi à avoir des lieux qui nous étaient prêtés pour accueillir nos événements. On a réussi à avoir des marques qui nous prêtaient des produits pour faire des petits ateliers créatifs. On a réussi à avoir des marques de food, de boissons qui acceptaient en fait de nous fournir des trucs pour nos buffets, pour accueillir les filles. On faisait payer l'entrée, c'était une petite participation, je crois que c'était 10 € au début, voilà pour l'organisation. Et finalement, on s'est rendu compte petit à petit que on n'arrivait pas à être rentable. C'était hyper dur de dégager du chiffre d'affaires. Donc, on est parti sur d'autres idées. On faisait des petits carnets de bonnes adresses avec des placements pub. Ensuite, on a fait des nouveaux types d'événements parce que on se rendait compte en parlant avec d'autres blogueuses et d'autres créatrices de contenu que on avait besoin de se former sur énormément de sujets, WordPress, le SEO, les réseaux sociaux, la photo, la vidéo. Et donc, on a créé des petits événements qu'on a appelés Blog School. Donc, c'était des événements où on accueillait un tout petit nombre, c'était en comité très réduit, un tout petit nombre de blogueuses. Et on avait un expert sur un domaine particulier, par exemple la photo culinaire, le SEO, WordPress, etc. Et on faisait une après-midi comme ça à travailler autour de ce sujet et à apprendre pour améliorer nos compétences. Et ces petits événements ont eu énormément de succès. Donc, on a transformé ça en plateforme en ligne pour pouvoir être accessible au plus grand nombre à travers la France, parce que pour nous c'était beaucoup trop difficile de partir de Paris, avoir des frais liés au déplacement, au logement sur place, aux salles qu'il fallait louer, etc. Donc on s'est dit mais c'est trop cool comme business model, viens on fait ça. Donc pendant plusieurs années on a développé blogschool.fr et ça a super bien marché. Ça a été une aventure entrepreneuriale
trop génial. Je suis vraiment trop fière de nous parce que je trouve qu'on a vraiment bien travaillé et j'ai beaucoup aimé notre manière de gérer notre entreprise. En parallèle, donc moi j'ai développé mon blog, Anouk elle développait le sien. Je suis devenue végane, donc ça m'a aidé à clarifier ma ligne éditoriale parce que c'était clair que je voulais vraiment que ce soit mon thème, je voulais vraiment parler de ça sur internet et sur les réseaux sociaux. Donc petit à petit, il y a aussi nos projets respectifs qui ont pris de l'ampleur. Donc moi j'ai développé mon compte Instagram, j'ai développé mon blog, j'avais lancé ma chaîne YouTube aussi qui était à la base dédiée à la présentation des restos véganes de Paris parce que aujourd'hui on en a énormément, mais il y a 10 ans c'était pas du tout le cas. J'ai lancé mon premier e-book qui à l'époque s'appelait 20 Days of Happy Food. Donc petit à petit nos projets respectifs se sont développés. Moi j'ai toujours eu un petit faible pour la pâtisserie donc je me suis formée. Alors malheureusement il n'y a pas aujourd'hui de formation académique qui existe en pâtisserie végétale, mais je me suis formée avec tout ce que je trouvais et tout ce qui existait. J'ai sorti mes programmes en ligne et petit à petit, à mesure que mon compte Instagram me prenait de l'ampleur, j'ai été contactée par des marques pour faire des collaborations et donc c'est comme ça que la machine était un peu lancée. En ce qui concerne la pâtisserie, on va dire que les desserts, les gâteaux, ça a toujours été mon péché mignon et en fait quand je suis devenue végane, je me suis dit oh là là, je vais devoir renoncer à tous ces desserts que j'aime tant. Et c'est à partir de là que je me suis dit en fait il faut que j'arrive à refaire la même chose en vegan. Et c'est comme ça en fait que tout cet attrait pour la pâtisserie végétale m'est venu, sachant que avant je pâtissais déjà, je faisais des choux, enfin je faisais quand même des trucs, j'ai toujours bien aimé pâtisser. Mais voilà, j'ai switché sur du végétal et j'ai essayé petit à petit de faire des choses qui ressemblaient le plus possible à la pâtisserie traditionnelle. Alors au début il y a eu énormément de ratés, vous vous en doutez, parce que la pâtisserie végétale c'était vraiment quasi inexistant. Je sais plus quelle année a ouvert VG Pâtisserie, mais c'était un petit peu après que je sois devenue végane. Donc au début il y avait même pas VG Pâtisserie, donc c'était vraiment j'avançais à tâtons, je savais pas trop, je regardais un petit peu ce qui se passait sur les blogs américains, etc. Donc petit à petit tout ça s'est développé. Et puis il y a quelques années avec Anouk on a décidé d'arrêter notre entreprise. C'est une décision qui a été hyper difficile à prendre parce que avec Anouk on s'aime beaucoup, on adore travailler ensemble et le fait de plus avoir ce projet en commun ça nous rendait hyper tristes. Donc en fait on a mis beaucoup de temps à se dire allez on liquide la société parce que juste parce qu'on avait envie de continuer à travailler ensemble mais finalement le projet il nous faisait plus kiffer et on se rendait compte que c'était plus pesant qu'autre chose. Donc au bout d'un moment on s'est dit bon écoute on arrête, on reste là l'une pour l'autre quoi qu'il arrive pour nos projets respectifs, si l'une a besoin de l'autre, voilà on travaillera toujours ensemble sur des petits trucs et puis peut-être qu'un jour on se retrouvera pour un autre gros projet, qui sait. Donc voilà comment j'en suis arrivée à la création de contenu. Finalement, je me rends compte que je me suis jamais posée en me disant voilà, j'arrête, c'est ça que je veux faire. Je me suis vraiment laissée guider par la vie. J'ai laissé les portes ouvertes aux opportunités. Je me suis un peu laissée porter et puis finalement ça m'a menée ici. Évidemment, ça n'a pas toujours été facile. Je me souviens au tout début quand on a lancé My Blog avec Anouk, j'avais pris des petits jobs à temps partiel. Au début, je faisais du babysitting tous les jours. Ensuite, j'avais pris un petit job à temps partiel dans un magasin de déco. Enfin bref, ça s'est pas fait tout de suite. Mais en tout cas, ce qui m'a permis de partir de mon job à temps partiel, ça a été le lancement de mon premier e-book qui a commencé à me faire un petit peu des rentrées d'argent et puis mes premières collaborations avec des marques aussi où je me suis dit bon ok ça commence à rentrer, allez je pars et je me consacre à 100% à ce que je fais. Autre question, tu avais arrêté de consommer du gluten, pourquoi avoir changé d'avis? Alors c'est vrai que si vous me suivez depuis longtemps, au début je faisais que des recettes véganes et sans gluten. Et en fait, il faut savoir que moi, ma porte d'entrée vers le véganisme, ça a été la santé. Et donc, quand je suis devenue végane, je lisais beaucoup d'ouvrages sur la santé. Et je lisais beaucoup de choses qui diabolisaient le gluten. Donc moi, je m'étais mis en tête que c'était hyper mauvais. Je m'étais rendu compte aussi que quand j'en mangeais beaucoup, ça me faisait mal au ventre. Donc je me disais que j'étais un peu intolérante, etc. Et je me suis dit, bon, ben le gluten, c'est pas un truc bien, donc je vais l'enlever de mon alimentation et remplacer par des farines alternatives, etc. C'était d'ailleurs hyper intéressant de découvrir plein de farines dont j'ignorais l'existence auparavant. Mais je pense que petit à petit, en fait, j'ai appris à mesurer les propos des uns et des autres, dans le sens où si tu lis un livre sur l'huile de coco, tu vas avoir l'impression qu'il faut en manger 10 litres à chaque repas. Quand tu vas lire un bouquin sur le sucre, tu vas culpabiliser de manger un fruit.
Et je pense que c'est la même chose avec le gluten, donc j'ai décidé d'en réintégrer un petit peu dans mon alimentation au fur et à mesure. Alors je dis pas que je suis full gluten H24, c'est juste que je me suis rendu compte que tant qu'on n'est pas cœliaque ou qu'on n'a pas une maladie ou une allergie ou quoi que ce soit, ça sert à rien de diaboliser le gluten. En fait, je pense que ce qui pose problème, c'est pas le gluten en lui-même, c'est plutôt les produits industriels et les pratiques agroalimentaires qui ont modifié les teneurs et la digestibilité du gluten. Et en fait, si le gluten pose de plus en plus de problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'il a été modifié et remodifié par l'industrie agroalimentaire à cause de l'agriculture intensive, le fait de vouloir toujours des pains qui sont très très blancs sans aucun défaut. Donc pour moi, ce que j'essaie d'éviter en tout cas, c'est surtout tous les produits industriels en fait. Je vais pas refuser un bon pain au levain avec un bon blé d'un bon boulanger en fait. Ça, je me suis rendu compte que c'était pas logique. Pendant très longtemps, j'ai pâtissé avec de la farine de petit épeautre. C'est une farine que j'aime beaucoup. Mais aussi pourquoi j'ai réintégré du gluten, c'est aussi parce que j'essaie d'aller de plus en plus loin en pâtisserie végétale. Le gluten, ça a un intérêt en pâtisserie. Ça apporte des choses qu'on ne peut pas retrouver en sans gluten. Comme à un moment j'ai eu envie d'avoir des meilleurs résultats, ben je me suis dit tant pis, je prends des farines T45, je prends des farines T55 parce que je veux avoir une pâtisserie végétale qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une pâtisserie traditionnelle. Il y a des choses qu'on peut difficilement obtenir en vegan et sans gluten. Par exemple, pour faire une brioche, tout le principe de la brioche, c'est de développer le réseau glutineux du blé. Et donc forcément, sans gluten, on n'a pas ce réseau glutineux. Donc voilà, donc c'est aussi pour ma propre progression en pâtisserie. Il me semble que tu as pratiqué le jeûne intermittent. Est-ce que tu as arrêté? Qu'en penses-tu? Quels en ont été les bienfaits? Alors j'avais déjà fait un article sur mon blog à ce sujet que je vous mettrai en barre d'infos. J'avais envie de vous faire une vidéo parce qu'on s'était motivé avec Flo, on avait fait je crois 3 mois de jeûne intermittent, on avait vraiment poussé assez loin dans le jeûne. J'avais envie de vous faire une vidéo sur le sujet, mais voilà, je me dis s'il y a des personnes qui sont atteintes de TCA qui regardent la vidéo, j'avais pas envie que ça les trigger parce que moi c'est vrai que j'aime bien tester des trucs sur moi, mais j'ai pas de problème de TCA ou de trucs comme ça. Donc je voulais pas non plus influencer à faire des jeûnes et des trucs comme ça, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pratique toujours le jeûne intermittent. Alors là j'utilise plus d'appli, donc je calcule pas en fait à l'heure près, etc. Mais en gros je prends plus de petit déjeuner et je fais mon repas du soir, j'essaye de manger pas trop tard et puis ensuite je remange pour le lunch. Et je trouve que c'est pas mal pour reposer son organisme, vraiment mettre son organisme au repos. Et ça permet aussi de réguler un petit peu les fringales. Après, clairement, c'est pas du tout quelque chose à faire pour maigrir. Donc quand on avait fait ça avec Flo pendant 3 mois, on avait perdu du poids, mais dès qu'on a arrêté, on a tout repris. Donc c'est pas du tout un système à mettre en place dans une optique de perte de poids. C'est plutôt, je trouve, quelque chose à mettre en place pour mettre son organisme au repos, se sentir mieux au niveau digestion. Et puis même moi je vois que quand je mange pas le matin et que je fais du sport le matin, je suis beaucoup plus en forme et par exemple si je vais courir, j'arrive à courir plus longtemps et un petit peu plus vite par rapport à quand je viens de prendre un petit déjeuner. Donc finalement je trouve que le sport à jeun, ça c'est une découverte que j'ai faite grâce au jeûne intermittent et je trouve que c'est beaucoup mieux. Autre question, comment as-tu véganisé ta famille? Le chemin a été long. Donc quand je suis devenue végane, je pense qu'ils ont cru que c'était une lubie et que ça allait me passer. Sauf qu'ils ont vu que non, ça durait dans le temps et que je continuais à les saouler avec ça. Au début, surtout ma mère, je pense qu'elle était très inquiète pour la santé parce qu'elle connaissait pas l'alimentation végétale, elle s'imaginait comme un grand nombre que j'allais avoir des carences, etc. Donc au bout de quelques prises de sang, elle a été vite rassurée. Et puis je pense que j'ai réussi à pas mal les sensibiliser sur la question. En fait, dans ma famille, on est très proches et quand il y a un sujet qui touche l'un d'entre nous, ben, il va toucher tout le monde en fait. Et on va en parler et puis on va argumenter, etc. On est très à l'écoute les uns des autres. Et on est vachement dans le soutien quoi. Donc je pense qu'ils ont compris que c'était une bonne chose. Je pense qu'ils ont compris que j'avais raison en fait, tout simplement. Mes parents, ils sont pas véganes, mais ils sont, comment je pourrais les qualifier? Il y a absolument aucun produit laitier qui ne rentre dans ma maison. Il y a encore des œufs, mais en tout cas il y a eu vraiment un pas gigantesque qui a été fait. Quand je viens à la maison,
100% des repas sont véganes. Il n'y a aucun commentaire qui est fait par rapport à ça. C'est largement accepté et compris dans ma famille et je suis soutenue pour mes valeurs. Donc ça, c'est trop bien. Après voilà, il y a encore au bout de 10 ans quand même que je suis végane, dans ma famille, il y a encore des petits pas à faire sur les œufs et sur de temps en temps le fromage. Mais après, je suis trop contente parce que mes parents achètent toutes les alternatives véganes. Dès qu'il y a des nouveautés qu'ils sortent, ils essaient. Donc ça, c'est cool parce que ça soutient aussi le marché du végétal. Tout ce qui est fromage végétal, simili-viande, tout ça ils goûtent, ils me font des retours et ça c'est vraiment trop bien. Comment j'ai réussi à les rendre véganes? Je sais pas, je pense juste en montrant l'exemple, en leur faisant goûter, parce que c'est vrai que c'est moi qui cuisine quand je vais à la maison, je leur fais, alors là maintenant c'est plutôt Flo qui fait le salé ou mon petit frère, moi je fais les gâteaux, mais c'est vrai qu'en faisant goûter, en discutant tout simplement, en fait en expliquant calmement, et puis oui tout simplement en abordant les sujets avec pédagogie, bah pour moi ça a marché en tout cas. Ce qui compte aussi beaucoup, c'est que il y a vraiment beaucoup d'amour dans ma famille, beaucoup de soutien, et je pense que ce serait pas acceptable en fait que quelqu'un ne puisse pas venir à Noël ou à je ne sais quel repas de famille parce que c'est pas vegan quoi. Enfin je crois que ma mère elle s'en remettrait jamais en fait si je lui disais si je disais à ma mère si c'est pas vegan je viens pas. Elle me dirait bah viens en fait on fait vegan et qu'est-ce que je m'en fous, moi ce qui est important c'est que toi tu sois là, ce qu'on a sur la table en soi c'est pas grave. C'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre en fait les parents qui arrivent pas à se dire bah ma fille est végane ou mon fils est végane, elle vient, même si moi je suis pas végane, juste pour ce repas je fais tout végane pour qu'elle soit à l'aise, qu'elle puisse manger n'importe quoi. C'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre quel est le problème. Moi ça a pas posé de soucis dans ma famille parce que en fait chez nous le plus important c'est juste que tout le monde soit là, qu'on soit ensemble, qu'on passe des moments ensemble et puis finalement alors on aime bien manger, hein, je dis pas ça, mais finalement ce qu'il y a à manger ça passe en second plan quoi. Autre question, avez-vous l'intention de vivre ensemble avec Flo et pourquoi pas un petit bébé? Alors, vivre ensemble, moi j'aimerais bien. Pour l'instant, en fait, on a chacun notre appartement et moi j'habite en plein centre de Paris et Flo habite en banlieue parisienne. Alors l'appart de Flo est beaucoup plus grand, donc si on devait déménager, ce serait plus dans son appart, mais je vous avoue que moi je suis pas prête à aller vivre en banlieue. J'aime pas du tout l'endroit où il habite, pour être honnête avec vous. Et moi j'aime trop mon appart, je suis à 2 pas des quais de Seine, je sors, j'ai tout. J'ai pas envie de quitter cet endroit-là pour aller en banlieue où je déteste. Surtout que je vais au sport plusieurs fois par semaine et j'y vais en fait à pied, c'est juste à côté de chez moi. Si j'y vais de chez Flo, je mets quasiment 1 heure de transport. Donc pour l'instant on garde chacun notre appartement et puis le week-end on est plutôt chez moi pour profiter de Paris, du centre-ville, etc. Et puis en semaine on passe un petit peu de temps aussi chez Flo pour être cosy à l'intérieur, faire du Netflix and chill et puis se reposer, se faire des bons petits plats. Ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut sortir et profiter de Paris, on est chez moi. Et si on est plus en mode repos, on va chez lui. Donc pour l'instant, c'est assez cool ce rythme de vie. C'est vrai que j'aimerais bien qu'on aménage ensemble un jour, Flo aussi. Mais en vrai, je préférerais qu'on choisisse ensemble un lieu qui nous plaît à tous les deux, plus que c'est l'un qui va chez l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien que ce soit vraiment un projet commun et qu'on décide ensemble et qu'on prenne toutes les décisions ensemble. Mais finalement, je pense que ça arrivera tout simplement quand on partira de Paris. Parce que on va pas passer toute notre vie ici. Moi j'ai de plus en plus envie de partir un petit peu à la campagne. Je ne sais pas où. J'aimerais bien avoir un coup de cœur pour un endroit. Pour l'instant c'est pas le cas. Ce qui est sûr c'est que j'ai pas du tout envie de retourner dans le sud de la France parce que la Méditerranée me sort par les yeux. Donc c'est pas spécialement un endroit où j'aimerais retourner vivre. Mais voilà, j'aimerais juste avoir un coup de cœur pour un endroit un jour. Mais j'aimerais bien que cette année on fasse plus de petits week-ends en France pour visiter un peu et en espérant qu'on ait tous les deux le coup de cœur pour le même endroit. Et ensuite un petit bébé, alors non c'est pas du tout au programme. Ce qui est bien c'est qu'on est sur la même longueur d'onde à ce niveau là avec Flo, c'est qu'on veut pas d'enfant tout simplement. Et d'ailleurs Flo a fait une vasectomie, comme ça au moins on est tranquille de ce côté là. Pourquoi on veut pas d'enfants? En fait moi je me suis jamais imaginé avoir des enfants, c'est marrant. Même quand j'étais petite et tout, je me suis jamais dit que un jour j'aurais des enfants. Ma réflexion elle se fait aussi d'un point de vue écologie. Mettre un nouvel être humain au monde c'est le truc le plus polluant qui puisse exister.
Et puis aujourd'hui, avec la crise climatique, on fait face à de plus en plus de catastrophes climatiques. Je pense qu'on va aussi de plus en plus faire face à des pandémies. Et en fait, je pense que là, l'humanité, elle en est à un point tellement critique, genre le plus critique qu'il y a jamais eu. Et pour moi, je me sentirais irresponsable en fait de mettre au monde un nouvel être humain. Dans le monde actuel dans lequel il est. Et puis il y a aussi le fait que en fait moi je me verrais pas du tout avec un enfant parce que j'ai l'impression que c'est moi l'enfant. Je me sens pas encore comme une adulte pour tout vous dire. Et je trouve que c'est une responsabilité tellement énorme d'aider un petit être humain à se développer dans notre société actuelle. En plus, j'aurais tellement peur de mal faire, de lui faire des traumas, j'en sais rien, que je me sens pas du tout à la hauteur de cette tâche. Et en plus de ça, honnêtement, j'aime trop dormir. Et puis j'aime trop avoir ma liberté. J'ai envie de pouvoir partir sur un coup de tête hors vacances scolaires. J'ai envie de pouvoir faire la grasse mat si j'ai envie. Moi, j'aime trop dormir. Et ouais, j'ai envie de continuer à avoir un mode de vie assez libre. Et ça, c'est pas très compatible quand on a des enfants. Adoption d'un animal en vue. Franchement, j'aimerais trop. Alors actuellement, c'est impossible parce que dans mon appartement, j'ai une trop petite surface, je pourrais même pas avoir un chat, il serait trop malheureux. Ça me ferait trop mal au cœur d'avoir un chat qui ne sort pas. Donc ça, c'est pas possible. J'aimerais bien quand un jour on aura un jardin, pouvoir adopter des animaux dans une association. Malheureusement, Flo est pas très chaud, il est allergique au chat, il est allergique au lapin, il est allergique aux hamsters et aux cochons d'Inde, enfin, il est allergique à tout. Alors, est-ce qu'il me fait des simagrées parce qu'il a pas envie? Je ne sais pas, mais non, je pense qu'il a vraiment des petites allergies parce que quand on descend chez mes parents, les chats lui font les yeux rouges, ça lui fait les yeux qui pleurent, etc. Il doit prendre son Aerius là. J'avoue, un petit chien ou je sais pas, un petit animal malheureux qui a besoin d'une famille dans une association, moi j'aimerais trop. Mais bon, vous inquiétez pas, je le travaillerai quand l'heure sera venue. Quels sont vos prochains projets avec Flo? Écoutez, pour l'instant, notre prochain truc, ça va être d'installer le potager composteur que je lui ai offert pour Noël. Je lui ai acheté un truc trop cool qui va être livré pendant le mois de janvier là, donc j'ai trop hâte qu'on l'installe sur son balcon et qu'on puisse composter toute l'année. Ça va être trop bien parce qu'on mange quand même beaucoup de fruits et légumes et ça me fait trop mal au cœur de voir ce qui part à la poubelle. Enfin, en tout cas, on compostait déjà chez Flo parce que dans son immeuble, il y a un composteur en bas, mais en fait les gens font n'importe quoi dedans, donc en vrai ça sert à rien. Donc là j'ai trop hâte qu'on puisse installer ça. Et puis après d'autres projets, non pour l'instant non, on verra. J'espère qu'on va se faire quand même des petits week-ends cette année, on verra. Bon nous vous savez on vit au jour le jour. Votre prochain voyage avec ton love. Alors c'est vrai que ces dernières années on a quand même pas mal voyagé. Et moi ça m'a fait énormément culpabiliser. Je vous en parlais dans la vidéo de retour du Canada. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i. Mais c'est vrai que je connais en fait l'impact écologique d'un trajet en avion et le fait de partir à l'autre bout du monde. Par exemple, on est allé à New York et on est allé au Canada il y a quelques mois. Le Canada, j'ai failli dire à Flo non, on n'y va pas juste parce que je culpabilisais de l'avion. Donc là, j'aimerais que ce trajet en avion, ce soit le dernier et que pour nos prochains voyages, on parte moins loin, mais en train ou en voiture, tout simplement. J'ai pas encore de destination en tête. On aime beaucoup Londres, c'est une ville que j'aime trop. J'aimerais bien retourner à Amsterdam et puis j'aimerais bien, comme je vous disais tout à l'heure, visiter un peu plus la France pour éventuellement avoir un coup de cœur sur un endroit où je pourrais potentiellement m'installer plus tard. Si vous avez des régions qui sont vraiment trop cool, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je regarderai à quoi ça ressemble sur Google. Niveau financier, est-ce que ça va? Ton activité n'est pas trop difficile? Alors pour être honnête avec vous, l'année 2022, je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que je suis pas la seule. Ça a été catastrophique au niveau du chiffre d'affaires. Je crois que j'ai jamais fait un chiffre d'affaires aussi faible depuis 2016 ou 2017, un truc comme ça. Donc je pense qu'il y a pas mal le côté inflation qui a joué, les marques qui sont sûrement un petit peu plus frileuses à l'idée de mettre du budget sur les réseaux sociaux, je sais pas, mais ça a été une catastrophe cette année. Bah après c'est le jeu aussi de l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. J'accepte que j'ai fait ce choix-là et que du coup j'ai une situation qui est assez instable. Il faut l'accepter, il faut vivre avec. Malheureusement, il y a des mois, il y a 0 € qui rentre et il y a des mois, il y aura 2000 €. Donc vraiment, ça dépend.
Sachant que bon, là je vous avoue que je me remets un petit peu en question là depuis début 2022 parce que il y a eu un énorme changement des réseaux sociaux, un énorme changement sur la manière de communiquer sur internet. Alors c'est assez challengeant. Moi j'aime bien être challengée, tester des nouveaux types de contenus, aller un petit peu plus loin dans la vidéo, etc. TikTok a amené du positif en apportant du dynamisme dans les contenus et tout, pourquoi pas. Mais il y a aussi des choses dans lesquelles je me retrouve pas. Autant il y a des trucs qui sont challengeants, autant il y a des nouveautés dans lesquelles je me retrouve pas trop et que j'ai pas envie de mettre en place pour mon compte en fait. Donc ouais, je dirais la difficulté cette année, alors il y a la difficulté financière, mais il y a aussi la difficulté de se trouver ou de se retrouver parmi toutes ces nouveautés et tous ces nouveaux venus aussi sur les réseaux sociaux. Parce que mine de rien, ça fait quand même quasi 10 ans que je fais ce métier. Je remets beaucoup en question le contenu que je produis. Et ce qui me dérange aussi un petit peu aujourd'hui, c'est le côté contenu poubelle en fait des réseaux sociaux. C'est-à-dire que il faut poster tous les jours pour espérer gagner des followers et avoir une activité pérenne sur les réseaux sociaux. Et à la fois, tout ce contenu qu'on publie, c'est du contenu poubelle parce que il est regardé une fois vite fait et puis c'est zappé. Et en fait, moi, ce qui me dérange un petit peu actuellement, c'est de passer des heures à travailler sur un contenu pour une plateforme qui ne m'appartient pas en plus, pour être complètement zappé en fait et être parfois invisibilisé aussi parce que la visibilité de nos contenus, c'est un petit peu au gré du bon vouloir d'Instagram. Moi, ça m'embête un peu, en fait, de travailler des heures et des heures et des heures pour une plateforme qui ne me le rend pas. Donc, je dis pas que je vais partir d'Instagram, hein, c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que, voilà, je pense qu'il faut que j'arrive à trouver mon petit rythme et faire mes trucs à ma sauce. Donc, je pense que je vais m'écouter un petit peu plus moi en 2023 et faire ce qui me plaît surtout. Combien gagne-t-on par mois avec les vidéos? Alors je sais pas ce que tu entends par vidéo, mais si tu penses à YouTube, c'est 0 €. Je peux vous mettre si vous voulez mes revenus YouTube, vous allez rigoler. En août 2022, j'ai gagné 7,99 € grâce à YouTube. En septembre, 15,75 €. En octobre, 18,68 €. En novembre, 22,17 €. Ouh là là. Et en décembre, 18,46 €. Donc clairement YouTube, c'est pas du tout quelque chose qui me permet d'avoir des revenus. Mais par contre, ça me fait vachement kiffer. Je trouve que montrer mon mode de vie vegan au quotidien, montrer ce que je mange, montrer ce que je fais, montrer que c'est possible en fait d'avoir un mode de vie qui est complètement cruelty free, ou en tout cas le plus possible. Je pense que ça peut être inspirant pour d'autres personnes et ça me permet aussi d'aborder des sujets depuis cette année un petit peu plus militant. Je fais ma part pour la cause animale, on va dire, et puis je fais clairement pas ça pour l'argent. Donc ça c'est pour YouTube. Après pour le reste de mon activité, donc c'est surtout des collaborations avec des marques sur les réseaux sociaux ou sur mon blog. De la création de contenu en marque blanche aussi que vous allez pas voir mais que je peux créer pour des marques, mes programmes en ligne et mes ateliers. Donc ça, je peux vous dire si vous voulez le chiffre d'affaires que ça représente, j'ai pas du tout de tabou là-dessus. Donc 2022, j'ai fait 24 700 € de chiffre d'affaires et 2021 39 676 et 2020 34 928. Sachant que à ces chiffres-là, il faut enlever bien évidemment les 25% d'URSSAF ainsi que toutes les charges. Ça vous donne à peu près une idée. Bon, c'est pas non plus des 100 et des 1000. J'aimerais bien réussir à améliorer un peu mon chiffre d'affaires cette année parce que je trouve que l'année 2022, c'était quand même un peu chaud quoi. Sur les réseaux, on ne voit que le positif. Quel est ton pire défaut? Alors, je pense que si je demandais à ma meilleure amie Anouk, elle dirait que mon pire défaut, c'est ma mémoire, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et je ne me souviens jamais de rien. C'est assez impressionnant. Et si je demandais à Flo, je pense qu'il me dirait que je suis très maladroite et que je casse tout chez lui. Et c'est vrai que en plus, quand je pète un truc, en général, c'est pas un petit truc. Genre, je lui ai déjà éclaté ses rideaux avec la tringle à rideaux et tout parce que j'arrivais là avec mon assiette sur le canapé sans faire attention, je me suis accrochée au rideau et il y a toute la barre du rideau qui est tombée en arrachant le mur et tout. Oh mon dieu, ça. Puis il y a aussi une fois, en allant chercher un truc dans le placard, j'ai carrément démonté la porte du placard, donc il a mis 1000 ans à la remettre. Enfin bref, je suis tout le temps en train de faire des conneries chez lui, et lui pour le coup, qui est assez maniaque, très ordonné, qui aime bien que tout soit bien mis à sa place et tout, je pense que ça lui fait péter des câbles.
De gros projets pour 2023. Alors en 2023, j'aimerais beaucoup travailler sur un nouveau livre. Sauf que j'hésite encore entre le sortir en e-book ou bien passer par une maison d'édition. Bon, vous connaissez sans doute pas trop les dessous de l'édition, mais en fait quand on sort un livre, on gagne quasi rien sur ce livre. Quand vous achetez un livre, l'auteur gagne quelques centimes dessus en fait, c'est presque rien, surtout sur les bouquins de cuisine. À moins d'avoir écrit Harry Potter, c'est très difficile de vivre de ces livres. Au-delà de ça, je connais énormément d'auteurs et d'autrices qui ont publié des livres de cuisine et ça ne se passe jamais bien avec les maisons d'édition. Parallèlement, si je le sors en e-book, ça me permet d'avoir 100% des revenus pour moi, mais de notre côté, c'est accessible aussi à un nombre de personnes moindre et puis ça donne pas la visibilité dans les librairies comme ça peut le faire avec un livre papier. Je suis assez mitigée parce que mon objectif c'est aussi de démocratiser la pâtisserie végétale et le fait de faire un ouvrage qui est accessible au plus grand nombre, c'est aussi une belle opportunité. Donc je suis en train de réfléchir à la question. Je travaille dans mon coin sur mon bouquin et puis on verra en 2023 quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi. Qu'est-ce que cela t'a apporté d'avoir réalisé du contenu plus engagé, notamment ta vidéo sur le véganisme et le féminisme? Est-ce que tu vas continuer sur cette voie? Et en tout cas, elles m'ont donné beaucoup de force. Ça me fait hyper plaisir. Je compte bien continuer à publier des sujets comme ça un petit peu plus militants. Dites-moi d'ailleurs s'il y a des sujets que vous aimeriez voir sur cette chaîne, mais en tout cas ça me tient à cœur de plus en plus de faire ça. Ça fait 10 ans que je suis végane et je me dis qu'il fallait bien que je m'y mette, mais pour tout vous dire, ce qui a changé, c'est que en fait quand je suis devenue végane, je pense que c'était déjà un gros morceau de faire accepter mes valeurs à ma famille, à mon entourage, à mes amis. Ça a pris du temps et surtout j'étais toute seule à être végane au début. Donc j'étais toujours en minorité. C'était pas forcément toujours évident de m'exprimer sur ce sujet et d'être la seule à m'exprimer sur ce sujet. Mais en fait, au fil du temps, le fait d'avoir un cercle d'amis véganes qui partagent les mêmes valeurs que moi, le fait d'avoir Flo qui est végane aussi pour m'épauler, ça me donne la force d'aborder ce genre de sujet sur Internet parce que bon, il faut pas se voiler la face, c'est le genre de sujet qui amène beaucoup de haters. Je pense que si j'avais été toute seule face à des commentaires négatifs, anti-vegan, etc., j'aurais jamais tenu le coup. Et là, le fait de me dire que je suis soutenue, et que, en plus, c'est Flo qui modère mes commentaires, donc au moins quand on dit des horreurs sur moi ou autre, je ne les lis pas, c'est Flo qui modère tout. Ça fait vraiment la différence et ça me donne vraiment envie de continuer parce que les premières vidéos ont été très bien accueillies. Alors pas que parce que j'ai vu Flo supprimer de mes commentaires des pavés énormes, donc j'imagine même pas les horreurs qui auraient pu être postées. Donc je suis vraiment très contente d'avoir été préservée de ça. Mais en tout cas, je vois que ça fait la différence et je suis super contente aussi d'avoir mis en place cette année les ateliers de pâtisserie végétale. Donc je donne des cours à Paris mais aussi en ligne parce que je vois aussi que ça fait une vraie différence et que je sème une petite graine dans la vie des gens. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, ma meilleure amie, Anouk, qui est végétarienne, qui a fait son coming out végétarien il y a quelques années, elle est venue à mes ateliers sur Paris, elle fait beaucoup de mes ateliers en ligne et en fait, le fait de suivre mes cours, ça lui a donné envie de végétaliser tous ses desserts. Donc je suis trop contente parce que depuis qu'elle vient à mes ateliers, elle végétalise sans moi ses desserts chez elle. Et franchement, je suis trop fière de ça parce que ça fait quand même 10 ans que je suis végane, ça fait 10 ans que je lui parle de véganisme. On est partis en vacances ensemble, elle voyait ce que je mangeais, etc. Et c'est que là, avec ces ateliers, que je sais pas, elle a peut-être eu un switch et elle s'est dit non, maintenant je veux arrêter le beurre dans les pâtisseries, je veux arrêter les produits laitiers et les œufs, je vais voir comment faire et je végétalise mes desserts préférés. Ça me rend trop contente, vous savez même pas à quel point. Et je pense que les vidéos plus militantes, c'est pareil, j'essaie d'aborder des sujets un petit peu différents et je me dis, selon les sujets, peut-être que ça va parler à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Et puis on sait jamais, peut-être que derrière ça va créer des déclics et opérer des changements. Et puis ces personnes-là, peut-être qu'elles vont aussi en parler à d'autres personnes, que ça va aussi les rendre végétariens ou véganes. Et si juste une vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube, ça peut ne serait-ce faire changer qu'une seule personne et la motiver à arrêter de manger des animaux, ce sera une victoire. Une pâtisserie que tu aimerais trouver en vegan qui n'existe pas. J'aime bien dire que en végétal rien n'est impossible et que on peut tout faire en végétal et c'est vrai en partie, mais c'est vrai aussi que la pâtisserie végétale elle n'en est qu'à ses débuts, qu'à ses balbutiements et il y a
certaines recettes sur lesquelles il y a encore du développement à faire, notamment la pâte à choux. Et mon rêve, ce serait de retrouver des éclairs au chocolat ou à la vanille, mais des gros éclairs bien dodus. Mais après, franchement, en viennoiserie et tous les autres gâteaux, je trouve que bah franchement, allez chez London Monkeys, chez VG Pâtisserie, vous verrez vraiment pas la différence quoi. De quel produit attends-tu la version vegan avec impatience, celui qui manque encore pour toi? Il n'y a pas des trucs que je mangeais quand j'étais pas vegan et qui me manquent aujourd'hui. Bon après ça fait 10 ans, je me suis habituée, mais là j'ai rien en tête qui vraiment me manque. Après je vous avoue que quand je suis allée au Cial et que j'ai mangé de la viande imprimé en 3D, c'était assez fou parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de simili-carnés aujourd'hui. Je pense qu'on peut facilement trouver son bonheur entre Apivore, Eura, Garden Gourmet. Bref, il y en a plein qui sont dispo en grande surface et il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais c'est vrai que si on veut avoir une entrecôte dans l'assiette, enfin une entrecôte, un vrai pavé de viande, ça n'existe pas encore en vegan, sauf avec ce que j'ai goûté au Cial, c'était absolument bluffant. Et c'est vrai que bon, s'il manquait encore quelque chose, ce serait ça. Moi personnellement, ça ne me manque pas du tout. Mais je comprends qu'il y a encore des véganes qui aient envie de retrouver cette mâche et ce goût. Donc j'espère que ce sera disponible un jour. Mais en tout cas, je vous remets dans le petit i la vidéo du Cial. Si vous l'avez raté, ce truc-là, c'était hallucinant. Vraiment, allez voir juste le visuel du truc. C'est très trompeur parce qu'on dirait vraiment une vraie pièce de viande. Et dernière question, je pense que cette FAQ va être extrêmement longue. Le secret de ton optimisme et combativité pour les valeurs auxquelles tu aspires. Mais en fait, vous savez quoi? Je pense que ce qui me donne l'énergie, la joie et le bonheur au quotidien, c'est juste d'être bien entourée, c'est juste d'avoir ma famille, mes amis, mon chéri, et en fait, c'est vraiment eux qui me donnent la force pour tout. Le fait de vraiment de me sentir entourée et aimée, c'est ce qui me donne le plus de force et qui me donne le courage d'affronter tout et n'importe quoi. Donc voilà les amis pour cette FAQ, j'ai pas répondu à toutes les questions parce qu'il y en avait beaucoup mais il y en avait pas mal de similaires. Si jamais vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire, soit j'y répondrai directement, soit je les garderai pour une prochaine FAQ. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.